Chapitre 2. Distrait, inattentif, ennuyé, je ne m'apercevais point de l'impression que je produisais, et je partageais mon temps entre des études que j'interrompais souvent, des projets que je n'exécutais pas, des plaisirs qui ne m'intéressaient guère, lorsqu'une circonstance, très frivole en apparence, produisit dans ma disposition une révolution importante. Un jeune homme avec lequel j'étais assez lié cherchait depuis quelques mois à plaire à l'une des femmes les moins insipides de la société dans laquelle nous vivions. J'étais le confident très désintéressé de son entreprise. Après de longs efforts, il parvint à se faire aimer, et comme il ne m'avait point caché ses revers et ses peines, il se crut obligé de me communiquer ses succès. Rien n'égalait ses transports et l'excès de sa joie. Le spectacle d'un tel bonheur me fit regretter de n'en avoir pas essayé encore. Je n'avais point eu jusqu'alors de liaison de femme qui pût flatter mon amour-propre. Un nouvel avenir parut se dévoiler à mes yeux, un nouveau besoin se fit sentir au fond de mon cœur. Il y avait dans ce besoin beaucoup de vanité sans doute, mais il n'y avait pas uniquement de la vanité, il y en avait peut-être moins que je ne le croyais moi-même. Les sentiments de l'homme sont confus et mélangés. Ils se composent d'une multitude d'impressions variées qui échappent à l'observation, et la parole, toujours trop grossière et trop générale, peut bien servir à les désigner, mais ne sert jamais à les définir. J'avais dans la maison de mon père adopté sur les femmes un système assez immoral. Mon père, bien qu'il observât strictement les convenances extérieures, se permettait assez fréquemment des propos légers sur les liaisons d'amour. Il les regardait comme des amusements, si l'on permit, du moins excusables, et considérait le mariage seul sous un rapport sérieux. Il avait pour principe qu'un jeune homme doit éviter avec soin de faire ce qu'on nomme une folie, c'est-à-dire de contracter un engagement durable avec une personne qui ne fût pas parfaitement son égale pour la fortune, la naissance et les avantages extérieurs. Mais, du reste, toutes les femmes, aussi longtemps qu'il ne s'agissait pas de les épouser, lui paraissaient pouvoir, sans inconvénient, être prises puis être quittées, et je l'avais vu sourire avec une sorte d'approbation à cette parodie d'un mot connu. Oh, cela leur fait si peu de mal, et à nous tant de plaisir. L'on ne sait pas assez combien, dans la première jeunesse, les mots de cette espèce font une impression profonde, et combien, à un âge où toutes les opinions sont encore douteuses et vacillantes, les enfants s'étonnent de voir contredire, par des plaisanteries que tout le monde applaudit, les règles directes qu'on leur a données. Ces règles ne sont plus à leurs yeux que des formules banales que leurs parents sont convenus de leur répéter pour l'acquit de leur conscience, et les plaisanteries leur semblent refermer le véritable secret de la vie. Tourmenté d'une émotion vague, oh, je veux être aimé, me disais-je, et je regardais autour de moi. Je ne voyais personne qui m'inspirât de l'amour, personne qui me parût susceptible d'en prendre. J'interrogeais mon cœur et mes goûts. Je ne me sentais aucun mouvement de préférence. Je m'agitais ainsi intérieurement lorsque je fis connaissance avec le comte de P., homme de 40 ans, dont la famille était alliée à la mienne. Il me proposa de venir le voir. Malheureuse visite! Il avait chez lui sa maîtresse, une Polonaise, célèbre par sa beauté, quoiqu'elle ne fût plus de la première jeunesse. Cette femme, malgré sa situation désavantageuse, avait montré dans plusieurs occasions un caractère distingué. Sa famille, assez illustre en Pologne,
avait été ruiné dans les troubles de cette contrée. Son père avait été proscrit, sa mère était allée chercher un asile en France et y avait mené sa fille, qu'elle avait laissée à sa mort dans un isolement complet. Le comte de P en était devenu amoureux. J'ai toujours ignoré comment s'était formée une liaison qui, lorsque j'ai vu pour la première fois Ellénore, était dès longtemps établie et, pour ainsi dire, consacrée. La fatalité de sa situation ou l'inexpérience de son âge l'avait-elle jeté dans une carrière qui répugnait également à son éducation, à ses habitudes et à la fierté qui faisait une partie très remarquable de son caractère? Ce que je sais, ce que tout le monde a su, c'est que la fortune du comte de P ayant été presque entièrement détruite et sa liberté menacée, Ellénore lui avait donné de telles preuves de dévouement, avait rejeté avec un tel mépris les offres les plus brillantes, avait partagé ses périls et sa pauvreté avec tant de zèle et même de joie, que la sévérité la plus scrupuleuse ne pouvait s'empêcher de rendre justice à la pureté de ses motifs et au désintéressement de sa conduite. C'était à son activité, à son courage, à sa raison, aux sacrifices de tout genre qu'elle avait supportés sans se plaindre, que son amant devait d'avoir recouvré une partie de ses biens. Ils étaient venus s'établir à D pour y suivre un procès qui pouvait rendre entièrement au comte de P son ancienne opulence et comptait y rester environ 2 ans. Ellénore n'avait qu'un esprit ordinaire, mais ses idées étaient justes, et ses expressions toujours simples étaient quelquefois frappantes par la noblesse et l'élévation de ses sentiments. Elle avait beaucoup de préjugés, mais tous ces préjugés étaient en sens inverse de son intérêt. Elle attachait le plus grand prix à la régularité de la conduite, précisément parce que la sienne n'était pas régulière, suivant les notions reçues. Elle était très religieuse parce que la religion condamnait rigoureusement son genre de vie. Elle repoussait sévèrement dans la conversation tous ceux qui n'auraient paru à d'autres femmes que des plaisanteries innocentes, parce qu'elle craignait toujours qu'on ne se crût autorisé par son état à lui en adresser de déplacés. Elle aurait désiré ne recevoir chez elle que des hommes du rang le plus élevé et de mœurs irréprochables, parce que les femmes à qui elle frémissait d'être comparée se forment d'ordinaire une société mélangée, et, se résignant à la perte de la considération, ne cherchent dans leurs relations que l'amusement. Ellénore, en un mot, était en lutte constante avec sa destinée. Elle protestait, pour ainsi dire, par chacune de ses actions et de ses paroles, contre la classe dans laquelle elle se trouvait rangée, et comme elle sentait que la réalité était plus forte qu'elle, et que ses efforts ne changeaient rien à sa situation, elle était fort malheureuse. Elle élevait 2 enfants qu'elle avait eus du comte de P, avec une austérité excessive. On eût dit quelquefois qu'une révolte secrète se mêlait à l'attachement plutôt passionné que tendre qu'elle leur montrait, et les lui rendait en quelque sorte importuns. Lorsqu'on lui faisait à bonne intention quelques remarques sur ce que ses enfants grandissaient, sur les talents qu'ils promettaient d'avoir, sur la carrière qu'ils auraient à suivre, on la voyait pâlir de l'idée qu'il faudrait qu'un jour elle leur avoue leur naissance. Mais le moindre danger, une heure d'absence, la ramenait à eux avec une anxiété où l'on démêlait une espèce de remords et le désir de leur donner, par ses caresses, le bonheur qu'elle n'y trouvait pas elle-même. Cette opposition entre ses sentiments et la place qu'elle occupait dans le monde avait rendu son humeur fort inégale. Souvent elle était rêveuse et taciturne,
Quelquefois, elle parlait avec impétuosité. Comme elle était tourmentée d'une idée particulière, au milieu de la conversation la plus agréable et la plus générale, elle ne restait jamais parfaitement calme, mais, par cela même, il y avait dans sa manière quelque chose de fougueux et d'inattendu qui la rendait plus piquante qu'elle n'aurait dû l'être naturellement. La bizarrerie de sa position suppléait en elle à la nouveauté des idées. On l'examinait avec intérêt et curiosité, comme un bel orage. Offerte à mes regards, dans un moment où mon cœur avait besoin d'amour, ma vanité de succès, Ellénore me parut une conquête digne de moi. Elle-même trouva du plaisir dans la société d'un homme différent de ceux qu'elle avait vus jusqu'alors. Son cercle s'était composé de quelques amis ou parents de son amant et de leurs femmes, que l'ascendant du comte de P avait forcé à recevoir sa maîtresse. Les maris étaient dépourvus de sentiments aussi bien que d'idées. Les femmes ne différaient de leurs maris que par une médiocrité plus inquiète et plus agitée, parce qu'elles n'avaient pas, comme eux, cette tranquillité d'esprit qui résulte de l'occupation et de la régularité des affaires. Une plaisanterie plus légère, une conversation plus variée, un mélange particulier de mélancolie et de gaieté, de découragement et d'intérêt, d'enthousiasme et d'ironie, étonnèrent et attachèrent Ellénore. Elle parlait plusieurs langues, imparfaitement à la vérité, mais toujours avec vivacité, quelquefois avec grâce. Ses idées semblaient se faire jour à travers les obstacles et sortir de cette lutte plus agréable, plus naïve et plus neuve, car les idiomes étrangers rajeunissent les pensées et les débarrassent de ces tournures qui les font paraître tour à tour communes et affectées. Nous lisions ensemble des poètes anglais, nous nous promenions ensemble, j'allais souvent la voir le matin, j'y retournais le soir, je causais avec elle sur 1000 sujets. Je pensais faire, en observateur froid et impartial, le tour de son caractère et de son esprit, mais chaque mot qu'elle disait me semblait revêtu d'une grâce inexplicable. Le dessein de lui plaire, mettant dans ma vie un nouvel intérêt, animait mon existence d'une manière inusitée. J'attribuais à son charme cet effet presque magique. J'en aurais joui plus complètement encore sans l'engagement que j'avais pris envers mon amour-propre. Cet amour-propre était entier entre Ellénore et moi. Je me croyais comme obligé de marcher au plus vite vers le but que je m'étais proposé. Je ne me livrais donc pas sans réserve à mes impressions, et il me tardait d'avoir parlé, car il me semblait que je n'avais qu'à parler pour réussir. Je ne croyais point aimer Ellénore, mais déjà je n'aurais pu me résigner à ne pas lui plaire. Elle m'occupait sans cesse. Je formais 1000 projets, j'inventais 1000 moyens de conquête, avec cette fatuité sans expérience qui se croit sûre du succès parce qu'elle n'a rien essayé. Cependant, une invincible timidité m'arrêtait. Tous mes discours expiraient sur mes lèvres ou se terminaient tout autrement que je ne l'avais projeté. Je me débattais intérieurement, j'étais indigné contre moi-même. Je cherchais enfin un raisonnement qui pût me tirer de cette lutte avec honneur à mes propres yeux. Je me dis qu'il ne fallait rien précipiter, qu'Ellénore était trop peu préparée à l'aveu que je méditais, et qu'il valait mieux attendre encore. Presque toujours, pour vivre en repos avec nous-mêmes, nous travestissons en calcul et en système nos impuissances ou nos faiblesses. Cela satisfait cette pension de nous, qui est, pour ainsi dire, spectatrice de l'autre. Cette situation se prolongea.
Chaque jour, je fixais le lendemain comme l'époque invariable d'une déclaration positive et chaque lendemain s'écoulait comme la veille. Ma timidité me quittait dès que je m'éloignais d'Ellénore. Je reprenais alors mes plans habiles et mes profondes combinaisons, mais à peine me retrouvais-je auprès d'elle que je me sentais de nouveau tremblant et troublé. Quiconque aurait lu dans mon cœur en son absence m'aurait pris pour un séducteur froid et peu sensible. Quiconque m'eût aperçu à ses côtés eût cru reconnaître en moi un amant novice, interdit et passionné. L'on se serait également trompé dans les deux jugements. Il n'y a point d'unité complète dans l'homme, et presque jamais personne n'est tout à fait sincère, ni tout à fait de mauvaise foi. Convaincu par ces expériences réitérées que je n'aurais jamais le courage de parler à Ellénore, je me déterminai à lui écrire. Le comte de P était absent. Les combats que j'avais livrés longtemps à mon propre caractère, l'impatience que j'éprouvais de n'avoir pu le surmonter, mon incertitude sur le succès de ma tentative, jetèrent dans ma lettre une agitation qui ressemblait fort à l'amour. Échauffé d'ailleurs que j'étais par mon propre style, je ressentais, en finissant d'écrire, un peu de la passion que j'avais cherché à exprimer avec toute la force possible. Ellénore vit dans ma lettre ce qu'il était naturel d'y voir, le transport passager d'un homme qui avait 10 ans de moins qu'elle, dont le cœur s'ouvrait à des sentiments qui lui étaient encore inconnus et qui méritaient plus de pitié que de colère. Elle me répondit avec bonté, me donna des conseils affectueux, m'offrit une amitié sincère, mais me déclara que jusqu'au retour du comte de P, elle ne pourrait me recevoir. Cette réponse me bouleversa. Mon imagination, s'irritant de l'obstacle, s'empara de toute mon existence. L'amour qu'une heure auparavant je m'applaudissais de feindre, je crus tout à coup l'éprouver avec fureur. Je courus chez Ellénore, on me dit qu'elle était sortie. Je lui écrivis, je la suppliai de m'accorder une dernière entrevue, je lui peignis en termes déchirant mon désespoir, les projets funestes que m'inspirait sa cruelle détermination. Pendant une grande partie du jour, j'attendis vainement une réponse. Je ne calmai mon inexprimable souffrance qu'en me répétant que le lendemain je braverais toutes les difficultés pour pénétrer jusqu'à Ellénore et pour lui parler. On m'apporta le soir quelques mots d'elle, ils étaient doux. Oh, je crus y remarquer une impression de regret et de tristesse, mais elle persistait dans sa résolution, qu'elle m'annonçait comme inébranlable. Je me présentai de nouveau chez elle le lendemain. Elle était partie pour une campagne dont ses gens ignoraient le nom. Il n'avait même aucun moyen de lui faire parvenir des lettres. Je restai longtemps immobile à sa porte, n'imaginant plus aucune chance de la retrouver. J'étais étonné moi-même de ce que je souffrais. Ma mémoire me retraçait les instants où je m'étais dit que je n'aspirais qu'à un succès, que ce n'était qu'une tentative à laquelle je renoncerais sans peine. Je ne concevais rien à la douleur violente, indomptable, qui déchirait mon cœur. Plusieurs jours se passèrent de la sorte. J'étais également incapable de distraction et d'étude. J'errais sans fin devant la porte d'Ellénore. Je me promenais dans la ville comme si au détour de chaque rue, j'avais pu espérer de la rencontrer. Un matin, dans une de ces courses sans but
qui servait à remplacer mon agitation par de la fatigue, j'aperçus la voiture du comte de P qui revenait de son voyage. Ah, il me reconnut et mit pied à terre. Après quelques phrases banales, je lui parlai, en déguisant mon trouble, du départ subit d'Ellénore. Ah oui, me dit-il, une de ses amies, à quelques lieues d'ici, a éprouvé je ne sais quel événement fâcheux qui a fait croire à Ellénore que ses consolations lui seraient utiles. Elle est partie sans me consulter. Oh, c'est une personne que tous ses sentiments dominent et dont l'âme toujours active, toujours presque du repos dans le dévouement. Mais sa présence ici m'est trop nécessaire. Je vais lui écrire, elle reviendra sûrement dans quelques jours. Cette assurance me calma, je sentis ma douleur s'apaiser. Pour la première fois depuis le départ d'Ellénore, je pus respirer sans peine. Son retour fut moins prompt que ne l'espérait le comte de P, mais j'avais repris ma vie habituelle, et l'angoisse que j'avais éprouvée commençait à se dissiper, lorsque, au bout d'un mois, Monsieur de Fay me fit avertir qu'Ellénore devait arriver le soir. Comme il mettait un grand prix à lui maintenir dans la société la place que son caractère méritait et dont sa situation semblait l'exclure, il avait invité à souper plusieurs femmes de ses parentes et de ses amies qui avaient consenti à voir Ellénore. Les souvenirs reparurent, d'abord confus, bientôt plus vifs. Mon amour-propre s'y mêlait. J'étais embarrassé, humilié de rencontrer une femme qui m'avait traité comme un enfant. Il me semblait la voir, souriant à mon approche, de ce qu'une courte absence avait calmé l'effervescence d'une jeune tête, et je démêlais dans ce sourire une sorte de mépris pour moi. Par degrés, mes sentiments se réveillèrent. Je m'étais levé ce jour-là même, ne songeant plus à Ellénore. 1 heure après avoir reçu la nouvelle de son arrivée, son image errait devant mes yeux, régnait sur mon cœur, et j'avais la fièvre de la crainte de ne pas la voir. Je restai chez moi toute la journée. Je m'y tins, pour ainsi dire, caché. Je tremblais que le moindre mouvement ne prévînt notre rencontre. Rien pourtant n'était plus simple, plus certain, mais je la désirais avec tant d'ardeur qu'elle me paraissait impossible. L'impatience me dévorait. À tous les instants, je consultais ma montre. J'étais obligé d'ouvrir la fenêtre pour respirer. Mon sang me brûlait en circulant dans mes veines. Enfin, j'entendis sonner l'heure à laquelle je devais me rendre chez le comte. Pousse se changea tout à coup en timidité. Je m'habillai lentement. Je ne me sentais plus pressé d'arriver. J'avais un tel effroi que mon attente ne fut déçue, un sentiment si vif de la douleur que je courais risque d'éprouver, que j'aurais consenti volontiers à toute journée. Il était assez tard lorsque j'entrai chez monsieur de P. J'aperçus Ellénore assise au fond de la chambre. Je n'osais avancer. Il me semblait que tout le monde avait les yeux fixés sur moi. J'allais me cacher dans un coin du salon, derrière un groupe d'hommes qui causaient. De là, je contemplais Ellénore. Elle me parut légèrement changée, elle était plus pâle que de coutume. Le comte me découvrit dans l'espèce de retraite où je m'étais réfugié. Il vint à moi, me prit par la main et me conduisit vers Ellénore. « Je vous présente, lui dit-il en riant, l'un des hommes que votre départ inattendu a le plus étonné. » Ellénore parlait à une femme placée à côté d'elle. Or, lorsqu'elle me vit, ces paroles s'arrêtèrent sur ses lèvres. Elle demeura toute interdite. Je l'étais beaucoup moi-même. On pouvait nous entendre. J'adressai à Ellénore des questions indifférentes. Nous reprîmes tous deux une apparence de calme. On annonça qu'on avait servi. J'offris à Ellénore mon bras qu'elle ne put refuser. « Si vous ne me promettez pas, lui dis-je en la conduisant, de me recevoir demain
chez vous à 11 heures. Je pars à l'instant. J'abandonne mon pays, ma famille et mon père. Je romps tous mes liens, j'abjure tous mes devoirs, et je vais n'importe où, finir au plus tôt une vie que vous vous plaisez à empoisonner. Adolphe, me répondit-elle, et elle hésitait. Je fis un mouvement pour m'éloigner. Je ne sais ce que mes traits exprimèrent, mais je n'avais jamais éprouvé de contraction si violente. Ellénore me regarda, une terreur mêlée d'affection se peignit sur sa figure. « Je vous recevrai demain, me dit-elle, mais je vous conjure... » Beaucoup de personnes nous suivaient, elle ne put achever sa phrase. Je pressai sa main de mon bras, nous nous mîmes à table. J'aurais voulu m'asseoir à côté d'Ellénore, mais le maître de la maison l'avait autrement décidé. Je fus placé à peu près vis-à-vis d'elle. Au commencement du souper, elle était rêveuse. Quand on lui adressait la parole, elle répondait avec douceur, mais elle retombait bientôt dans sa distraction. Une de ses amies, frappée de son silence et de son abattement, lui demanda si elle était malade. « Je n'ai pas été bien dans ces derniers temps, répondit-elle, et même à présent, je suis fort ébranlée. » J'aspirais à produire dans l'esprit d'Ellénore une impression agréable. Je voulais, en me montrant aimable et spirituelle, la disposer en ma faveur et la préparer à l'entrevue qu'elle m'avait accordée. J'essayais donc de mille manières de fixer son attention. Je ramenais la conversation sur des sujets que je savais l'intéresser. Nos voisins s'y mêlèrent. J'étais inspiré par sa présence. Je parvins à me faire écouter d'elle. Je la vis bientôt sourire. J'en ressentis une telle joie, mes regards exprimèrent tant de reconnaissance qu'elle ne put s'empêcher d'en être touchée. Sa tristesse et sa distraction se dissipèrent. Elle ne résista plus au charme secret que répandait dans son âme la vue du bonheur que je lui devais, et quand nous sortîmes de table, nos cœurs étaient d'intelligence, comme si nous n'avions jamais été séparés. « Vous voyez, lui dis-je, en lui donnant la main pour rentrer dans le salon, que vous disposez de toute mon existence. Que vous ai-je fait pour que vous trouviez du plaisir à la tourmenter ?